Alors d'abord, il faut dire que l'oppression est le fait d'une tyrannie. Et dans les... excusez-moi. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, il est bien mentionné le droit de résistance, mais on ne passe pas à l'étape supérieure qui est de dire d'abord définissons la tyrannie, puisqu'il faut d'abord qu'il y ait des acteurs malveillants au niveau d'une sphère politique pour pouvoir caractériser une oppression. Une oppression peut être, comme j'explique dans mon livre, soit de nature étrangère et militaire, tout simplement une invasion. Elle peut être intérieure, et là on en voit les différentes formes. Si on prend un exemple comme la Corée du Nord et qu'on prend un exemple comme la France aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes modes d'oppression. Il peut y avoir des oppressions extrêmement sanglantes et il peut y avoir des oppressions qui sont beaucoup plus diffuses. Lorsque nos libertés fondamentales ont par exemple été attaquées à l'époque du Covid, donc il n'y a pas très longtemps, en fait, tout un tas de libertés étaient tellement et violemment attaquées avec une certaine répétition que l'on peut parler d'oppression. De la même façon que j'évoque le fait que lorsque nos dirigeants politiques violent un certain nombre de lois qui relèvent du bien public, alors notamment des lois qui portent sur la trahison, des lois qui portent sur la corruption, des choses comme ça, ce sont en fait des formes d'oppression. C'est pas sanglant, c'est pas violent entre guillemets, mais néanmoins subtil. L'État est trahi, le peuple est trahi. Alors à l'inverse de la tyrannie, il y a la démocratie, le projet démocratique. En tout cas, Emmanuel Macron a eu cette définition de la démocratie, dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est très bien. S'il dit je vais ouvrir des camps comme à Auschwitz à l'époque et puis je vais envoyer des gilets jaunes dedans, je dis ce que je fais et je vais faire ce que je dis, donc c'est de la démocratie. Non, cette phrase n'a aucun sens, elle n'a aucune définition sur la démocratie. C'est plutôt la réflexion d'un gamin capricieux, un ado attardé, mais c'est pas du tout une réflexion philosophique sur la démocratie, il faut être clair. Alors vous qualifiez nos dirigeants occidentaux, en tout cas en France, d'oligarques, et vous dites qu'ils n'ont qu'une peur, c'est que nous autres Français n'ayons plus confiance dans notre monnaie, l'euro. On en est loin quand même. Ça dépend en fait des générations. Les plus anciens ont cru à la fable, et puis je dirais même qu'à l'époque, quand j'avais 20 ans, j'étais comme beaucoup de jeunes de 20 ans, je me disais c'est magnifique, c'est un projet universaliste, très français d'ailleurs dans l'idée, c'est mignon, c'est anti-guerre, il faut être tous ensemble. Bon, la réalité objective, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens de notre génération, qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années, ou les plus jeunes, n'y croient plus. Les plus anciens, eux, ont du capital parce qu'ils ont pu se construire un patrimoine à la fois financier ou immobilier. Et pour eux, tout changement, toute perturbation est quelque chose qui leur fait peur parce qu'ils se représentent pas. Ils se disent, moi j'ai quelque chose qui fonctionne très bien, l'Union européenne ne m'empêche pas de vivre, j'ai réussi ma vie. Pourquoi attaquer l'Union européenne? Tout fonctionne magnifiquement. Donc ça... Pour eux, c'est normal qu'ils soient un petit peu conservateurs vis-à-vis de ça. Maintenant, des gens qui ont une meilleure éducation politique et qui ont beaucoup plus à perdre, eux ont beaucoup moins peur, c'est logique. Autre cas de trahison que vous évoquez, la livraison de données à une puissance étrangère. Pourquoi aucune sanction n'a été prise contre les États-Unis à l'époque où la presse en avait parlé? On s'était rendu compte que les États-Unis espionnaient les téléphones portables de plusieurs dirigeants. C'était le cas de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, via la NSA. L'Élysée, sous Hollande, avait parlé simplement de mise au point, aucune sanction. Tout simplement parce qu'ils veulent garder la face. Ils se savent tout à fait asservis et c'est assumé. Je veux dire, c'est des néo-vichistes. Sauf qu'aujourd'hui, la puissance de tutelle n'est plus l'Allemagne. C'est plus une question d'occupation militaire. La puissance de tutelle, ce sont les États-Unis et leurs larbins. Clairement, ce sont les collabos, ce sont ceux qui nous dirigent. Donc il faut à chaque fois constamment garder la face. Dès que les États-Unis nous attaquent, là, la dernière attaque finalement contre nos intérêts nationaux, ça a été celle de la démolition de Nord Stream. La France a investi 1 milliard d'euros par Total. Donc c'est une attaque contre les infrastructures, l'intégrité territoriale de la France, c'est une agression militaire. Mais encore une fois, on se couche. On cherche à garder la face, dire « oh, c'est pas bien, on va faire une petite commission d'enquête, on va en reparler pour voir si on peut éviter ça la prochaine fois. » Mais surtout, on n'agit pas. Il est hors de question d'agir et on va glisser ça sous le tapis. Je veux dire, des gens normaux sont virulents, réagissent réellement. Des gens qui sont asservis ont tout à fait ce type de comportement. Ce n'est qu'une question de garder la face. Et pour ça, il y a quand même toute une démarche intellectuelle et militante particulière à mener.
Et ça, malheureusement, je le perçois quand même dans beaucoup de mes camarades, dans les discussions que je peux avoir avec eux, cette réflexion intellectuelle, pratique, stratégique, tactique, je sais pas, militaire quasiment, n'existe pas. Et c'est toute la difficulté parce que si on l'avait un petit peu en commun, si on comprenait mieux les institutions, leurs points névralgiques, là où on peut avoir un effet, nous irions beaucoup plus vite. Alors par exemple, moi je continue, je le défends dans mon livre, mais on le fait depuis des années, nous manifestons devant les médias tous les mois. Et en fait, si on était des milliers tous les mois, voire tous les jours devant les médias, on se doute bien que leur propagande comme leur censure ne pourrait plus se faire. Ça serait impossible tout simplement parce que nous aurions des journalistes apeurés qui, lorsqu'ils verraient, ils vont boire leur café, fumer leurs cigarettes en bas de leurs locaux, comme n'importe quel salarié, voient des milliers de perdus qui leur sont plutôt hostiles, qui leur disent maintenant on en a gros, très clairement. Bon, ces gens-là vont se sentir très mal à l'aise à l'idée de continuer ce qu'ils font. Or, je ne vois pas quels sont les opposants à la Macronie qui sont actuellement promus par les médias, finalement veulent rester dans l'Union européenne, sont plutôt gentillets ils n'ont pas de réelle radicalité. Les questions de souveraineté ou les questions de liberté fondamentale qui ont été attaquées à travers tout le cirque du Covid, voilà, ils n'étaient pas vraiment en train de faire quelque chose. Par contre, des vrais opposants qui disent faut sortir de l'UE, faut sortir de l'OTAN, faut établir une démocratie en France, il faut renationaliser un certain nombre d'entreprises, il faut écouter le peuple. Ces gens-là, en fait, s'ils n'avaient pas TV Liberté et d'autres médias alternatifs, ils n'existeraient pas. Or, le quotidien des Français, c'est pas d'être sur les médias alternatifs. Les gens politisés comme moi les connaissent, ces médias alternatifs. Mais quand j'ai parlé à mes propres collègues de travail du fait que j'ai été invité à TV Liberté pour défendre mon bouquin, j'aurais cité le nom de votre média. Ils ne le connaissaient pas. Bon, maintenant, ils vont le connaître puisqu'ils veulent le voir. Merci. C'est une façon de... Mais le problème est là. C'est-à-dire que la masse générale des Français, en fait, a une sous-éducation politique, ne connaît pas les médias alternatifs pour faire connaissance avec ses intellectuels et ne dépendent que des médias mainstream, entre guillemets. Et comme ces médias-là, y compris publics, ce qu'on paye avec nos impôts, ne jouent pas le jeu de la diversité des opinions, de la diversité des messagers politiques, eh bien en fait, ce sont des élections totalement usurpées. Tout un nombre également, Sylvain Baron, de fractures idéologiques qui divisent le pays. On voit que l'opposition n'est pas du tout unie. Il y a la NUPES d'un côté, il y a le RN de l'autre. Donc en fait, comment amener ces Français qui sont dans une forme de souffrance à s'unir et à apprendre à résister? Alors les Français en eux-mêmes, pour la masse du peuple, je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté à les unifier parce que moi je l'ai vu à travers des Gilets jaunes, pour le coup il y avait de tout, vraiment de tout. Et les fractures c'est dans les partis, c'est les élus. Mais le problème c'est que les partis c'est comme les religions, ce sont des sectes. Faut être clair, les comportements que l'on va retrouver au sein de ces structures-là sont réellement des phénomènes sectaires avec des gens qui disent « moi j'ai mon Jésus-Christ, il s'appelle Mélenchon ou Marine Le Pen ou Asselineau » ce que vous voulez. J'ai ma petite Bible, c'est le programme de mon parti, et si tu n'es pas dans mon parti, c'était forcément un méchant. Bon, c'est ridicule face à des intérêts nationaux qui nous concernent tous, face à un frigo que tout le monde doit remplir, et face en plus à des gens qui eux-mêmes n'auront aucune chance d'accéder à un quelconque mandat. Ils soutiennent un parti sans se dire que de toute façon, c'est pas eux qui en profiteront d'une façon ou d'une autre. Donc ces gens ont des comportements qui sont sectaires. Je ne mise pas du tout sur les partis politiques ni les partisans parce qu'ils ne sont pas capables de travailler ensemble, ils ne sont même pas capables de s'engueuler. Je veux dire, si moi à la rigueur je voyais des gens d'extrême gauche s'engueuler avec des gens d'extrême droite, je me dirais tout va bien. Finalement, on est encore dans un dialogue, dans un échange et avec la possibilité de trouver finalement des points communs.